Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir dans ce très bel endroit que je découvre de jour parce que je suis arrivée hier de nuit, j'arrive de Dijon et vraiment j'ai été épatée de découvrir, c'était vraiment la surprise. Je me dis des fois que j'ai un métier quand même super sympa parce que ça m'amène à découvrir vraiment des endroits et des personnes très très agréables. Alors j'ai la petite manette là pour que vous... Voilà, pour pouvoir vous passer des diapos. J'ai travaillé effectivement, moi, longtemps pour la branche agricole. J'ai travaillé au départ dans les RH dans ma carrière, puis ensuite j'ai travaillé pour la branche agricole pendant 10 ans pour la FNSEA, pour ne pas la nommer, puisque ce matin j'ai entendu beaucoup ce sigle. Et depuis quelques années, j'ai décidé donc de me mettre à mon compte pour accompagner les acteurs du monde rural, mais cette fois à travers des interventions extérieures. Donc je me suis formée au coaching, à la médiation et mon dada, pour faire un petit jeu de mots de circonstances, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la relation humaine, donc les thématiques RH, mais aussi beaucoup tout ce qui est autour de la qualité relationnelle et l'accompagnement notamment des dirigeants sur les thématiques de management. Donc j'interviens entre autres pour des dirigeants du monde rural, soit en direct, mais souvent aussi en partenariat avec des chambres professionnelles ou syndicats et fédérations. Voilà, donc pour cette présentation rapide. Alors, donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du recrutement, parce que le recrutement, c'est un enjeu essentiel pour vos entreprises. Je suppose que vous en êtes conscients. Et donc, vous donner quelques clés de méthode. Mais peut-être justement, revenons sur cet enjeu du recrutement. Alors, j'ai vu tout à l'heure, il y a un petit sondage pour savoir combien d'entre vous ont des salariés. Alors, peut-être un nouveau petit sondage. Combien d'entre vous pensent avoir à recruter dans les 6 mois, 1 an qui viennent à peu près? Levez la main si vous voulez bien. Voilà, donc ok. Donc ça représente effectivement quand même un potentiel de recrutement important. Ce qui est important par rapport à votre activité, c'est que vous êtes sur un secteur de loisirs, un secteur de services, et tout à l'heure ça a été dit, vos clients sont attachés à vous en tant que personne. Et ils sont attachés à vous, mais ils sont aussi attachés à vos collaborateurs. Et d'où l'importance vraiment d'avoir, comment dire, dans le recrutement, des méthodes qui vont vous permettre de trouver des collaborateurs qui vont être vraiment des appuis pour vous et qui vont avoir une qualité d'enseignement ou de contact avec vos clients qui va être importante, et aussi une qualité de relationnel avec vous. Parce qu'on n'est pas dans des multinationales où le patron est à Shanghai et les employés ailleurs. Vous travaillez tous sur le même lieu, souvent au quotidien, aux côtés les uns des autres, et du coup, vous avez aussi besoin de trouver des gens avec qui vous entendez bien. D'où la nécessité pour vous, dirigeants, de se professionnaliser un petit peu sur la gestion des ressources humaines. Alors je sais que les dirigeants d'entreprises rurales, souvent on est sur des petites structures, donc vous avez toutes les casquettes à endosser. Vous devez être visionnaire pour votre entreprise, vous devez être le commercial, vous devez être le gestionnaire, vous devez être producteur aussi souvent de services dans votre entreprise, donc vous avez plein de casquettes. Et donc il ne s'agit pas pour moi de vous dire de devenir des super DRH, mais simplement peut-être d'attirer votre attention sur des clés, quelques clés méthodologiques qui peuvent vous aider justement dans cette fonction RH qui est quand même vraiment primordiale pour la qualité, encore une fois, des relations humaines dans votre entreprise. Alors, dans un processus de recrutement, j'ai l'habitude de dire qu'on va retrouver 4 grandes phases pour que vous puissiez vous situer un petit peu justement sur le plan méthodologique. On va avoir la première phase qui va être la définition du besoin. Souvent une phase qui est un petit peu maltraitée, voire complètement chantée. C'est dommage parce que vous allez voir, il y a vraiment des choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Et ensuite, la recherche des candidats. Donc ça, c'est Sébastien qui est à côté de moi qui vous en parlera tout à l'heure. La sélection des candidats. Donc la sélection des candidats, ça va être tout ce qui est entretien, sélection sur CV. Donc c'est aussi Sébastien qui l'abordera. Et puis la dernière phase qu'on oublie aussi un petit peu de temps en temps, c'est que une fois qu'on a trouvé le bon candidat, il va falloir l'intégrer dans l'entreprise et faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà ces 4 phases d'un processus de recrutement. Donc pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler simplement de la première phase, la phase de définition du besoin. Et donc l'idée, c'est que je vous donne quelques clés méthodologiques. Et si vous souhaitez retrouver, on va dire, la suite, vous pourrez le faire sur le site justement d'AgriLearn.
Alors, définir le besoin, pourquoi, comment? Parce qu'un recrutement, c'est l'occasion pour vous, sur votre entreprise, de se poser des questions autour de l'organisation du travail, de l'organisation des compétences et des activités. Et donc, même si vous êtes au quotidien dans votre entreprise, ça peut être intéressant de prendre un petit temps de recul pour se dire, mais au final, c'est quoi le contexte? Dans quel contexte je vais recruter? Est-ce qu'on est sur un besoin conjoncturel ou un besoin structurel? C'est-à-dire, est-ce que c'était plutôt un recrutement temporaire dont on a besoin? Ou est-ce que c'est plutôt l'activité qui se développe et du coup, il faut qu'on envisage ce recrutement sur un temps long? Donc ça va influer sur le profil derrière que vous allez pouvoir recruter. Et puis ça a aussi évidemment des impacts financiers. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant aussi d'avoir un contact avec son comptable pour pouvoir évaluer la possibilité d'un recrutement sur un plus ou moins long terme. Parce que c'est une charge évidemment qui va être récurrente et qui nécessite des besoins en trésorerie notamment qui soient en cohérence. Également, ce qui va être intéressant, ça va être de se demander si on est plutôt sur un remplacement ou une création de poste. Alors, une création de poste, ce qui peut être intéressant, c'est de valoriser le fait que peut-être ça correspond au développement d'une activité qui est peut-être, par exemple, vous faisiez plutôt beaucoup de cours classiques et vous développez une activité de tourisme équestre. Tout ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à valoriser ensuite dans la diffusion de l'offre d'emploi. Parce que, Sébastien en parlera, un des grands enjeux derrière, au niveau du recrutement, dans l'offre d'emploi, ça va être de se démarquer des autres. Parce qu'il y a de la concurrence. Trouver des salariés intéressants, qualifiés, motivés, tout le monde en veut. Et donc, votre enjeu au niveau du contexte, c'est vraiment de dire, voilà, moi, dans mon centre, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant? Qu'est-ce que je vais valoriser? Qui va donner envie aux gens de répondre à mon annonce plus que peut-être celle du voisin. Parce que voilà, on est vraiment, faut se le dire, dans un environnement, dans l'emploi concurrentiel. Les salariés qualifiés et motivés, malheureusement, on en manque. Est-ce que c'est un remplacement? Alors, une petite parenthèse, oui, sur le remplacement. Le remplacement, ça peut être le remplacement d'un salarié qui s'en va, ça peut être le remplacement du papa, de la maman qui prend sa retraite ou qui prend du recul. Il peut y avoir une tendance dans ces cas-là à se dire, voilà, il faisait ça, on remplace à l'identique. Alors, le conseil que j'ai envie de vous donner à ce moment-là, c'est vraiment prenez ce temps de recul pour vous dire la personne qui part, elle faisait des choses, on l'aimait pour ci, pour ça, mais on ne trouvera pas la même. Et si on s'enferme dans l'idée de trouver la même, ça va être compliqué. Donc c'est l'occasion de pouvoir se dire voilà, comment on pourrait reformater peut-être le poste pour que ce poste on puisse arriver à le pourvoir. Et puis peut-être aussi pour vous en tant que dirigeant se dire voilà, moi mon activité grossit, j'ai encore une fois plein de casquettes à m'occuper. Est-ce que ce recrutement c'est pas aussi l'occasion pour moi de me recentrer sur des activités de direction, c'est-à-dire de vision stratégique, de gestion, et puis aussi de pouvoir aussi peut-être reprendre du plaisir à faire du cheval, parce que hier soir j'ai eu la chance de dîner avec certains d'entre vous et j'ai entendu beaucoup que ils n'ont plus le temps de faire du cheval parce qu'ils font beaucoup d'autres choses à côté, et du coup voilà, peut-être aussi de temps en temps c'est aussi recruter, c'est aussi s'offrir la possibilité de renouer avec le plaisir, et le plaisir c'est quand même le moteur, quoi. Donc voilà pour cette première clé donc, de définition du contexte. Une deuxième clé, la définition du poste, évidemment, ça paraît évident. Mais ça paraît évident, mais finalement, quand on s'y attelle, c'est pas toujours si facile que ça, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va confier comme mission et comme tâche à la personne qu'on va recruter. Donc les missions, ça va être vraiment le rôle qu'on va confier à la personne, et puis les tâches, c'est tout le détail en fait de ce que cette personne va avoir à faire. Et c'est l'occasion aussi, là encore une fois, de se poser vraiment des questions qui sont hyper importantes pour la suite, parce que la qualité du travail que vous allez faire là, ça va conditionner aussi en grande partie la qualité de votre recrutement, mais aussi de la relation ensuite avec le salarié, comme par exemple, qui va encadrer le salarié. Parce que quelquefois, on se dit, voilà, il faut un salarié, on le recrute, et puis après, moi, ce que je peux constater, après, justement, dans la gestion à plus long terme des relations, c'est que
Il y a des fois des tensions qui naissent parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes sur l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui donnent des ordres et des contre-ordres aux salariés, et tout ça, c'est créateur de conflits. Et derrière, ça crée des choses vraiment difficiles à gérer. Donc c'est aussi l'occasion, là, voilà, de se dire qui va encadrer le salarié, parce qu'il y a l'encadrement technique et il y a aussi l'encadrement purement hiérarchique et managérial, c'est-à-dire aussi savoir dire ce qui va pas, faire les entretiens professionnels, puisque c'est aussi une obligation légale. Et donc voilà, ça c'est une question importante à se poser. Question importante aussi, qui peut avoir une influence sur la suite de votre recrutement, c'est sur ce poste, est-ce qu'on envisage une évolution ou pas, à court ou moyen terme? Parce que, par exemple, si vous n'envisagez pas d'évolution, du coup, ça veut dire que dans le choix de votre candidat ensuite, ce ne sera pas forcément la peine de prendre un avion de chasse, entre guillemets. Il vaudra mieux peut-être prendre la locomotive tranquille qui va rester, qui va être stable, parce que sinon, votre salarié, au bout de 6 mois, 1 an, il va vous dire, bah voilà, j'ai bien fait le tour du poste, maintenant je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Et vous n'aurez pas forcément grand-chose à lui proposer. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante. Puis à l'inverse, si vous avez prévu que peut-être ce salarié, et peut-être dans le futur, vous aurez peut-être envie de vous associer avec lui, vous aurez peut-être envie de lui proposer de prendre des responsabilités, que sais-je, c'est un indicateur important après dans le choix du profil, parce que là, par contre, vous allez peut-être plutôt chercher la personne qui a un profil à progresser vite, quitte à pas être super formé au départ, mais avec une vraie envie de progresser, parce que c'est ça que vous allez derrière rechercher. Il faut que j'accélère. Enfin, les conditions matérielles évidemment proposées pour le poste, donc le type d'emploi, la rémunération, les avantages, encore une fois, là il s'agit d'être attractif. Alors un point d'attention particulier sur le CDD, parce que je sais que ça c'est un grand classique, et je comprends, j'emploie en CDD, comme ça on verra, et ensuite, si ça va bien, on prendra le salarié en CDI. Alors, ça pose plein de questions juridiques et là-dessus, voilà, notre intervenant pourra vous en parler. Simplement, sur l'axe de l'attractivité du poste, il faut savoir que quand vous recrutez en CDD, évidemment, vous vous fermez quasiment tout le potentiel de candidats qui est déjà en emploi. Donc souvent des gens expérimentés et qualifiés. Parce qu'il est très rare qu'un salarié en CDI candidate sur une offre en CDD. Donc ayez bien ça à l'esprit. Il faut savoir que les périodes d'essai ont été allongées de par la loi il y a quelques années, et maintenant on peut vraiment faire des choses intéressantes. Voilà, troisième clé, et j'en terminerai par celle-ci, définir le profil. Donc avec une méthode que j'appelle la méthode des 4 S. Donc là, il s'agit de savoir en face du poste donné qu'est-ce qu'on va recruter comme profil, qu'est-ce qu'on va demander comme savoir, c'est-à-dire les diplômes, les savoirs théoriques, qu'est-ce qu'on va demander comme savoir-faire, donc là ça fait plutôt référence à l'expérience. Les savoir-être, donc là c'est toutes les qualités intrinsèques à la personne qui sont hyper importantes, on l'a dit, dans un métier de contact et dans un métier d'enseignement notamment. Et enfin les savoirs-devenir, on en a parlé avec les capacités d'évolution. Alors une fois que vous avez fait tout ça, des fois c'est un peu la liste du Père Noël, on s'aperçoit que les 4 S sont très très fournis, puis on se retrouve, vous voyez, avec un mouton à 5 pattes ou un poney à 12 oreilles. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de se dire, voilà, on a défini un profil qui va être très difficile à recruter. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un plan B? Donc dans les plans B possibles, eh ben, on peut recalibrer un petit peu le profil ou le poste pour essayer de le rendre un peu plus plausible par rapport à ce qui existe comme candidat sur le marché du travail. Et puis après, il y a d'autres solutions qu'on peut envisager, la prestation de service, en faisant très attention effectivement aux questions de réglementation, etc. L'emploi partagé, pourquoi pas? Il faut savoir que notamment dans le milieu agricole et rural, il y a des groupements d'employeurs qui se sont développés, qui sont très efficaces pour proposer de l'emploi partagé. Et ça peut être des solutions très, très pertinentes. Et puis aussi, pourquoi pas, prendre un apprenti. On parlait tout à l'heure de gens qui ont du potentiel pour décoller. Je crois savoir qu'il y a un centre, un CFA qui se met en place dans votre filière. Et du coup, peut-être ça peut être une bonne option aussi. Voilà ces 3 clés de la définition du besoin. Donc une fois que vous avez fait ça, j'ai envie de dire, bah voilà, vous êtes sur le bon pied pour pouvoir faire la suite des étapes. Et si vous avez envie de retrouver, on va dire le module complet, vous pouvez le retrouver avec des fiches méthodes simples qui peuvent vous aider sur le site d'AgriLearn.
en vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Il y aura forcément beaucoup de questions juste après, j'en doute pas. Donc notez dès à présent vos questions pour Émilie, juste après la deuxième et troisième intervention. Dans un instant, donc c'est Sébastien finalement qui va intervenir, Sébastien Marty, qui représente Equiresources, département de l'IFCE. Bonjour, donc Sébastien Marty, conseiller emploi formation du service Equiresources de l'IFCE. Je suis venu vous présenter un petit peu la façon de recruter. Donc ça y est, vous avez bien réfléchi à votre projet comme vous l'a un peu présenté Émilie. Vous vous lancez un peu dans le bain donc, de la diffusion d'offres d'emploi. Sachez que notre service est à votre disposition au travers d'un site internet où vous allez vous inscrire gratuitement bien entendu et créer un compte et donc déposer une offre d'emploi. Donc aujourd'hui, on a 3 solutions qui se présentent à vous. Soit le bouche à oreille, ce qui représente, on estime encore aujourd'hui 50% du marché, puisqu'on connaît, tout le monde se connaît plus ou moins dans la filière équine et on fait toujours appel aux connaissances avant de se lancer un peu dans le recrutement hasardeux. Soit on arrive par ce même réseau à avoir des gens qui viennent se présenter spontanément, donc c'est pas forcément des gens qui sont de notre entourage mais qui viennent voir en disant vous cherchez quelqu'un, je vous propose mes services, et vous finissez donc par la troisième solution, venir nous voir ou contacter d'autres services, le Pôle emploi existe aussi est là aussi pour vous aider, déposer une offre d'emploi. Donc on se rend compte entre le réseau et le dépôt d'offres qu'on va trouver des avantages et des inconvénients bien entendu. Dans le réseau, à travers son réseau, son propre réseau, on peut créer un emploi sur mesure, c'est-à-dire qu'on connaît déjà les compétences des personnes qui nous entourent et on leur dit, écoutez, j'ai besoin de vos services pour telle ou telle chose. Ça permet de simplifier la prise de poste, donc c'est toujours pareil, on a cette connaissance-là. Viens, je mets un petit peu ce poste sur mesure pour toi. Et donc on a forcément ces compétences qui sont connues. Par contre, les inconvénients, c'est que suivant son propre réseau, on est un peu limité par le nombre de candidats. On ignore peut-être aussi les compétences de certaines personnes dans ce même réseau. Et le point aussi important, c'est l'ambiance au sein de l'équipe. On aimerait toujours travailler avec des gens qu'on connaît. Et finalement, des fois, avec du recul, on se dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Pour le dépôt d'offres, ça nous permet donc, au travers de la diffusion de ces offres d'emploi, de découvrir de nouveaux profils, d'avoir un peu plus de choix parmi les candidats, donc ça dépendra aussi de l'offre que vous proposez, on va y venir juste après, et d'être donc accompagné par un service tel qu'Equiresources ou d'autres bien entendu. Mais là aussi, ça implique certaines connaissances, notamment le fait de savoir lire un CV, de lire un petit peu entre les lignes, de rester aussi sans réponse des candidats. Alors ça, dans mon cas, c'est des choses qu'on entend souvent de votre part, des employeurs, en disant « j'ai contacté telle ou telle personne qui est venue vers moi, pas de réponse ». Malheureusement, ça arrive. Et on se rend compte aussi que le CV en lui-même, de la façon dont il est rédigé, il n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lire entre les lignes. Donc déposer l'offre d'emploi, c'est bien entendu trouver un profil bien défini. Vous avez des besoins, vous les avez estimés, vous avez tout mis en place. Vous savez que voilà, il vous faut telle ou telle personne, tel type de personne. Mais vous avez besoin pour ça aussi de consulter différents profils de façon à ouvrir un petit peu le champ des possibles. Dans la rédaction de l'offre, donc on est toujours, on va détailler les différentes tâches par rapport au poste proposé et éventuellement les évolutions. Ça permet toujours au candidat à l'emploi de se projeter un petit peu plus loin que dans le simple poste, comme on trouve souvent, cherche palefrenier pour faire les box, sortir les chevaux au paddock. C'est pas très encourageant ni très, voilà, c'est vrai qu'on encourage toujours les employeurs à essayer de détailler au maximum ce qu'ils veulent, le profil recherché et le poste surtout qui est à prendre. Donc d'abord, on commence par respecter un petit peu le cadre légal dans la diffusion des offres. Mon ami GHN y viendra aussi tout à l'heure avec son volet. Le type de contrat, donc CDD, CDI, suivant vos besoins bien entendu. Le nombre d'heures travaillées, là aussi on va se tourner, donc si vous allez chercher quelqu'un sur du temps plein, on est conscient aujourd'hui que les moyens de recrutement des fois sont limités, donc on ne peut pas embaucher quelqu'un à temps plein, donc on va se tourner vers du temps partiel, à bien évaluer suivant le poste que vous proposez. Et faire attention donc au tout dans ce cadre légal, au sexe, donc homme-femme, ça c'est obligatoire. Rassurez-vous, lorsque vous déposez une offre chez Equiresources, si vous oubliez de le mettre, c'est la première chose qu'on rajoute pour rester dans ce cadre-là. J'ai abordé le poids, c'est plus souvent dans le milieu des courses, où ça peut être demandé. Alors ce n'est pas discriminant en soi, mais bon, il faut faire attention à la façon dont on le formule. La forme physique, c'est pareil, personne en très bon état physique, on ne peut pas le dire. Il faut essayer quand même de rester dans un cadre un peu courtois par rapport aux candidats. Donc bien attention à cette discrimination-là. Et bien entendu, donc décrire les conditions de travail. Si vous pouvez proposer un logement, si la personne peut venir avec son cheval, s'il y a des horaires le week-end, des heures supplémentaires, des accompagnements en concours. Voilà, il faut quand même bien essayer de bien détailler pour rendre attractif votre offre d'emploi.
Nous proposons donc au sein de notre service Equiresources deux façons de diffuser, soit une façon anonyme, c'est-à-dire où vous ne transmettez pas vos coordonnées lorsque la personne dépose sa candidature, vous recevez son CV, mais lui ne sait pas qu'il a reçu. A contraire, vous pouvez aussi le faire, voilà, vous avez le choix. Le problème de la façon anonyme, c'est que vous avez beaucoup de la liberté de consultation des candidatures, comme ça vous pouvez vraiment choisir le profil qui est le plus approprié à vos besoins, de façon à le contacter après. Par contre, voilà, le recrutement est un peu plus long, puisque si finalement vous ne trouvez pas peut-être les compétences cachées, vous ne les connaîtrez pas, puisque vous n'avez pas, la personne ne peut pas vous contacter de façon à se mettre en avant. Et on vous propose aussi une présélection des candidats par rapport à vos besoins. Là, ça va être vraiment sur des profils particuliers, quand vous demandez vraiment beaucoup d'expérience, des diplômes particuliers, des compétences particulières. Je pense notamment au poste de groom. Pour ceux qui cherchent des grooms pour les cavaliers, bien souvent, ils demandent le poids lourd. Donc voilà, si vous ne voulez pas avoir trop de candidatures, vous nous demandez de faire une présélection en cherchant des candidats qui ont ces compétences-là. Vous pouvez donc bien entendu multiplier les supports pour diffuser vos offres. Donc nous sommes là spécialisé donc pour la filière cheval, mais il existe aussi le Pôle emploi et tous les réseaux sociaux et tous les sites de petites annonces. Donc la Fédé a elle-même des petites annonces dédiées à l'emploi et tous les autres sites, donc Cheval Annonce et Kirodi, pardon. Les réseaux sociaux, on sait très bien qu'aujourd'hui ça fonctionne bien, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Il faut multiplier vos chances quand vous recherchez quelqu'un de façon à avoir suffisamment de visibilité. Alors pour aborder le sujet donc de la lecture des candidatures, le CV, c'est le document commun que tout le monde a rédigé certainement un jour. Il est détaillé donc de différentes façons, mais on retrouve des composantes essentielles. Donc bien entendu, l'identité, les coordonnées de la personne. C'est là où vous vous rendrez compte si les gens sont dans votre entourage géographique ou viennent de plus loin. Ça arrive qu'il y ait des gens qui traversent la France pour un emploi. Mais c'est vrai que vous, en tant qu'employeur, dans un premier temps, on cherche toujours quelqu'un qui va être à proximité. On les invite, on encourage les candidats à détailler leurs compétences. Alors c'est pas toujours évident, mais des fois certains arrivent à mettre un petit parapet en début de CV en mettant en avant leurs compétences propres. Le parcours scolaire, qui est bien souvent détaillé, donc là on va se tourner vers des diplômes. Si vous cherchez un enseignant, forcément il faudra qu'il ait le diplôme correspondant à sa fonction, donc que ce soit les CQP, les BPGEPS, etc. Et son parcours professionnel, où là vous allez pouvoir vous faire un petit peu un historique de sa carrière, suivant les différents contrats qu'il a accumulés, ou s'il a toujours eu la même activité, les différents employeurs. Ça, c'est un repère pour vous et c'est aussi une aide si vous avez des questions et que vous n'osez pas lui poser directement. S'il a mis le nom de son employeur, libre à vous de vous tourner vers son ancien employeur pour vous renseigner un petit peu sur lui. Et éventuellement, s'il a changé de secteur d'activité. Alors, c'est quelque chose qu'on constate, nous, par la lecture des CV et des candidats qui s'inscrivent, c'est que dans la filière cheval, aujourd'hui, les jeunes apprenants, les jeunes équitants se forment, les enseignants notamment donc, vont passer ce diplôme, et puis on ne sait pas pourquoi, hop, ils passent à une autre filière, à un autre domaine d'activité. Je pense que c'est essentiellement pour voir du pays, comme on dit, pour essayer de se faire une idée sur d'autres activités, et reviennent après dans la filière au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà. Chacun a un profil assez différent. On trouve aussi des blancs chronologiques dans les CV. Alors ça, on encourage toujours les candidats à les remplir, à les détailler, mais certaines personnes, ça gêne un peu, notamment les femmes, quand elles ont eu des enfants, bon, elles ne le marquent pas systématiquement. Ça sera peut-être à vous, après, s'il y a eu un entretien prévu avec cette personne-là, à lui demander de se justifier sur ces blancs. Et on va retrouver donc à la fin les activités personnelles, donc ceux qui... leurs hobbies, toutes les activités diverses qu'ils pratiquent, voilà. C'est pas toujours évident de rédiger ce CV, notamment quand on débute dans la filière, dans sa propre carrière professionnelle. Donc on est là aussi un peu pour aider les candidats et on les pousse à fournir un maximum d'informations de façon à ce que vous ayez des candidatures complètes qui vous donnent un bon aperçu de ces candidats. Alors le document, je dirais de luxe, qui accompagne la candidature, c'est la lettre de motivation. Malheureusement aujourd'hui, c'est de moins en moins présent. Parce que c'est un exercice assez difficile où on se présente et on s'adresse directement à l'employeur en donnant, de par ses capacités, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter. Elle est de moins en moins utilisée malheureusement. C'est un petit peu dommage parce que moi en tant que conseiller emploi-formation, lorsque je fais une présélection, quand j'ai un CV qui est un petit peu creux, la lettre de motivation, si elle est bien rédigée, elle peut revaloriser le CV complètement. Et c'est vrai que nous, ça encourage, on encourage aussi les candidats à essayer de les rédiger, mais je suis persuadé, enfin je suis convaincu aujourd'hui que c'est quand même assez difficile de bien le rédiger. On évalue notamment à travers cette lettre l'évaluation, on dit de l'expression de la langue française. Voilà, c'est de façon dont les phrases sont tournées, de façon à vraiment essayer de vous convaincre de les recevoir derrière.
Ça donne aussi des informations complémentaires. Ça, on leur précise aux candidats quand ils ont un CV qui est un peu vide. N'hésitez pas, au travers de la lettre de motivation, à rajouter des informations que l'employeur pourrait trouver intéressantes vis-à-vis de votre profil. Et le petit plus aujourd'hui que l'on propose, nous, à travers notre service, c'est la candidature vidéo. Donc, soit un CV, c'est quand même assez rare dans notre filière. Par contre, tout ce qui est compétences équestres, ça, vous pouvez le demander à travers l'offre d'emploi. Si vous cherchez un cavalier pour monter des jeunes chevaux ou un enseignant qui devra aussi sortir des chevaux en compétition, voilà, c'est un petit plus. Au jour d'aujourd'hui, on retrouve ce support dans beaucoup de domaines. Il ne faut pas hésiter à le demander ou éventuellement à le faire mettre en place. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le CV ne suffit plus. Il est très efficace donc, pour évaluer les compétences techniques et le savoir-faire d'un candidat par rapport au poste proposé. Malheureusement, il ne permet pas d'identifier le comportement ou les aptitudes et de prévoir la bonne intégration de la personne au sein de son entreprise. Ça continue donc à être un outil très utilisé et vous serez certainement confronté à en étudier quelques-uns. Éventuellement, n'hésitez pas à les conserver, ou à les, soit sous format papier, soit dans votre ordinateur. Si le cas présent, le candidat que vous avez sélectionné ne convient pas, de pouvoir en avoir d'autres sous la main. Et pour finir, donc lorsque vous aurez fait votre choix sur un petit panel de candidats, donc n'hésitez pas à quand même avoir un petit peu large, vous allez les convier donc à un entretien de motivation où vous allez pouvoir échanger donc autour du poste proposé et de l'entreprise et vous accorder sur une éventuelle collaboration. Donc vous accueillez le candidat en vous présentant et en présentant l'entreprise. Vous lui donc demandez d'exposer ses motivations, ses intérêts pour le poste, ses prétentions salariales si vous ne les avez pas précisées sur le poste. Donc ça, aujourd'hui, vous avez beaucoup de repères, notamment avec les conventions collectives, pour savoir comment vous devez rétribuer vos salariés. Si jamais il est un peu imprécis, il ne faut pas hésiter donc à lui demander des précisions. Voilà. Et interrogez-les un petit peu tous de la même façon, ça vous permettra de garder un petit peu les mêmes repères. Faites attention à l'attitude corporelle. Alors la chose qui est toute simple, c'est que quelqu'un qui croise les bras, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de discuter, essayez de le mettre à l'aise de façon à pouvoir échanger davantage. Voilà. Et à la fin de l'entretien, donc il ne faut pas hésiter à lui demander s'il y a des questions et voilà, approfondir. Surtout, une chose très importante, vous qui commencez, qui aurez certainement tout au long de votre carrière à recruter, donnez toujours une réponse à un candidat. Même si c'est négatif, un petit mail ou un petit coup de fil en disant écoutez, on n'a pas retenu vos profils, mais je retiens quand même votre candidature pour le futur. Voilà, il faut penser positif avec eux, ça permet de leur donner un peu plus de confiance dans leur démarche professionnelle pour se faire embaucher, etc. Merci beaucoup Sébastien. Vous voulez l'entendre à l'instant, vous pouvez applaudir. J'ai débordé un peu. Et vous l'a dit, il y aura forcément une réponse, donc préparez vos questions. Vous avez forcément des questions sur ce marché de l'emploi. Comment recruter de façon optimum le bon profil pour votre centre? Et on va enchaîner maintenant avec Pierre-Antoine Tressos, chargé de mission au GHN. Bonjour à tous. Alors je vais écourter un petit peu ma présentation puisque Sébastien et Émilie ont la gentillesse de déborder sur leur temps qu'il était imparti. Surtout que aujourd'hui je viens vous parler de réglementation sur le droit du travail. On m'a donné 10 minutes. Stop, c'est fini. Merci. Sachez que j'aurais pu tenir une semaine. En plus j'adore parler dans un micro. J'en voyais certains qui étaient déjà sur leur téléphone en train de valider leur annonce qu'ils allaient publier sur Equiresources, mais patientez un petit peu. On va voir quelle est la réglementation avant de franchir le pas de l'embauche. Donc pour commencer, embaucher quelqu'un, c'est de rentrer dans un certain monde, un monde législatif et réglementaire qui est encadré par 3 grands textes que vous avez sous les yeux. Donc le Code du travail qui est la Bible qui vient de déterminer les relations de travail en général. Donc il y a à peu près 10 000 articles dans le Code du travail. Article 1, non pardon. Ensuite nous avons le Code rural qui lui, alors son nom l'indique peut-être pas, mais il va s'intéresser c'est pas moi, aux salariés agricoles. Donc il y a quelques dispositions qui vont être spécifiques aux salariés des centres équestres, puisque les centres équestres étant dans le domaine agricole, le code rural s'y applique. Et enfin, le texte qui sert lui aussi de référence absolue dans les centres équestres, c'est la convention collective. Alors le nom complet est la convention collective applicable au personnel des centres équestres, et sa date c'est du 11 juillet 1975. Et donc ce texte-là vient définir les règles spécifiques entre les employeurs et les salariés de la branche centre équestre.
Alors, le nom est un petit peu trompeur, convention collective des centres équestres, puisque le champ d'application est un tout petit peu plus large que ce qui est évoqué. Quand vous lisez l'article 1, là pour le coup je vais vous faire une vraie lecture, mais assez rapide, elle s'applique aux établissements dont les activités recouvrent l'enseignement, l'animation, l'accompagnement des pratiques équestres, ainsi que la location, la prise en pension et le dressage des équidés. Donc si on lit comme il faut le champ d'application, c'est centre équestre, poney club, écurie de pension et également les centres de tourisme équestre. À savoir qu'il y a une autre convention collective dans le monde agricole qu'on aurait pu se voir appliquer qui s'appelle la convention polyculture et élevage, qui elle pour le coup est destinée aux autres salariés agricoles. Au niveau du monde du cheval, le seul contexte dans lequel la convention polyculture et élevage pourrait s'appliquer, vous l'avez deviné, c'est l'élevage équin. Donc une entreprise qui ne ferait que de l'élevage se verrait appliquer la convention polyculture et élevage. Pour donner des perspectives d'avenir sur la convention collective des centres équestres, il y a un rétrécissement du nombre de conventions collectives qui a été entamé par le gouvernement il y a quelques années maintenant, puisqu'on doit passer de 700 branches professionnelles à 200, voire 100 par la suite. Donc il a été demandé aux petites conventions collectives de se rapprocher de plus grosses conventions collectives. Nous, au niveau des centres équestres, on n'était pas vraiment concernés puisqu'on représente un nombre de salariés assez conséquent. Mais par contre, les courses de trot et de galop qui avaient chacune leur convention collective représentaient 5000 salariés à peine, donc devaient se rapprocher d'une convention collective plus grosse. Donc un accord a été signé l'année dernière qui vise à avoir une convention collective commune aux 3 branches d'ici 5 ans. Enfin d'ici 5 ans l'année dernière, donc maintenant dans 4 ans. Donc le principe sera un socle commun pour les 3 types d'activités, puis des annexes propres à chaque activité. Donc voilà, donc ces textes-là vont vous encadrer une fois que vous avez vos salariés, ou pour ceux qui les ont déjà, vous encadrent déjà dans les relations à mener avec eux. Qui dit embauche dit formalité, formalité à remplir pour éviter que Bruno Breton de la MSA, que vous avez vu tout à l'heure, qui est tout à fait sympathique et qui a des collègues aussi tout à fait sympathiques, ne vienne vous contrôler. Enfin, le fait de remplir les formalités ne va pas vous empêcher d'être contrôlé, mais ça va vous permettre d'être dans les clous et montrer à la MSA que vous êtes de bons élèves. Alors, plusieurs formalités quand on embauche une personne, et ça pour tout type de salarié. La première chose à faire quand on a un salarié, c'est de le déclarer à la MSA. Alors, non seulement pour que la MSA le connaisse, ce qui va nous éviter d'être dans une situation de travail dissimulée, de le couvrir au niveau de sa sécurité sociale. Donc ça passe par la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, que vous devez faire au plus tard le matin de l'embauche, puisque imaginez qu'il se passe quelque chose le matin, que vous n'avez pas fait la DPAE, le salarié malheureusement n'est pas couvert, mais je sais que la MSA peut nous rattraper le coup si jamais il le fallait vraiment. Donc ça, c'est la première formalité. Vous pouvez le faire au plus tôt une semaine à l'avance. Et alors, au niveau de la MSA, l'autre formalité qui va être obligatoire quand vous avez un nouveau salarié, c'est de lui faire passer ce qu'on appelle désormais la VIP, la visite d'information et prévention, moins clinquant que les Américains. Alors ça remplace la visite d'embauche. La visite d'embauche, vous aviez votre salarié qui allait voir le médecin de la MSA, le médecin du travail, pour savoir s'il était apte au poste pour lequel vous l'embauchiez. Maintenant, on est sur un concept un peu plus décontracté où vous avez plusieurs salariés qui vont rencontrer la MSA et, comme son nom l'indique, vont recevoir de l'information et de la prévention pour la suite de leur carrière. Donc ça, c'est les formalités à remplir avec la MSA. Avec votre salarié, il y a des formalités assez simples. La première chose qui peut paraître logique, c'est de rédiger et de signer le contrat de travail. Alors, quand on parlait des particularités des textes réglementaires, je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai oublié de vous dire que la convention collective, elle s'applique quand elle est plus favorable que le droit du travail aux salariés, ou quand le droit du travail général, le code du travail ne dit rien. Et par exemple, rédiger un contrat de travail écrit, le code du travail nous dit que c'est imposé que pour les CDD, alors que les CDI ce n'est pas la peine. Mais dans notre convention collective, on nous oblige aussi de faire un contrat de travail écrit pour les CDI. Donc ça, on verra un petit peu juste après les différences entre les CDD et CDI, les implications que le contrat de travail peut avoir. La deuxième chose qui va être importante de faire, même si les textes l'imposent pas forcément tel que, c'est de tenir un registre des horaires. Ça peut
vous aider en cas de conflit. On sait que dans un centre équestre, les horaires, c'est quelque chose qui peut être assez conceptuel, on va dire, pas forcément toujours respecté à la lettre. Donc le fait de tenir des registres horaires, ça permet à l'employeur et aux salariés d'être d'accord sur le temps de travail qui est exécuté. Combien vous avez de salariés qui font 75 heures par semaine, qui en sont payés 20 ? Je ne parle pas pour vous, bien sûr. Je parle du secteur de la restauration. Mais voilà, ça peut arriver. Donc tenir le registre d'horaire, le faire signer à son salarié toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est quelque chose de fondamental au niveau des formalités de l'employeur. Et ensuite, nous avons des documents à tenir. Donc là, c'est là où la MSA intervient, ou l'inspection du travail, et ou l'inspection du travail. Et en cas de contrôle, vous devez être en mesure de présenter ces documents. Première chose assez simple à avoir, c'est un exemplaire de la convention collective. Vos salariés, dans les centres équestres, doivent pouvoir consulter la convention collective au sein de la structure. Donc ça, là-dessus, bien veiller à ce qu'elle soit à jour, parce que si vous sortez une convention collective vieille de 98, il y aura sûrement des choses qui auront été modifiées. La deuxième chose à avoir, et ça dès le premier salarié également, c'est le registre unique du personnel. Si j'ose une petite comparaison, c'est le registre d'élevage de vos salariés. Vous notez les entrées et les sorties de chacun de vos salariés. De la même façon que dans le registre d'élevage, oui, j'ai fait des comparaisons un peu douteuses, mais c'est pas grave. De la même façon que sur un registre d'élevage, vous inscrivez les entrées et les sorties de vos équidés. Le registre du personnel doit montrer, quand vous êtes contrôlé, tous les salariés qui sont chez vous ou qui ont été chez vous, puisque c'est un document que vous devez conserver 5 ans après la sortie du dernier salarié. Un document que vous ne connaissiez sûrement pas avant ce matin, mais que maintenant vous connaissez par cœur, le document unique d'évaluation des risques. Je pense que tout le monde a compris ce que c'était. Vous me dites si ce n'est pas le cas. Donc un document à avoir également dès le premier salarié, dès son premier jour de travail, un document qui vient expliquer quels sont les risques qu'il pourrait rencontrer sur place et comment quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter que les risques ne se produisent. Autre documentation que vous devez avoir, encore une fois, dès le premier jour d'embauche, dès le premier salarié, c'est un affichage destiné aux salariés dans lequel on va reprendre certaines informations basiques, donc les numéros utiles, numéro du représentant, enfin du dirigeant du centre équestre, le numéro de la MSA, numéro qu'on a moins envie de mettre, le numéro de l'inspection du travail, donc de la directe, les numéros de secours, etc., les horaires collectifs de travail et tout un panel d'articles du Code du travail, dont je ne vous ferai pas la lecture toujours aujourd'hui, mais qui concernent l'égalité homme-femme, l'interdiction de discrimination, etc. Dernier document qui peut être obligatoire selon la taille de votre structure, c'est le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, c'est... On a le code du travail, le code rural, la convention collective, et dernier niveau de réglementation qu'on peut avoir avec son salarié, c'est le règlement intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire les règles que vous, employeur, vous fixez dans l'enceinte de votre centre équestre et qui vont s'appliquer aux salariés. Donc ça, la loi l'oblige pour les 20 salariés et plus, mais rien n'empêche aujourd'hui de le mettre pour toute taille d'entreprise. C'est notamment un document dans lequel on pourra rappeler l'obligation de porter un casque quand on monte à cheval, par exemple, que les salariés ne font pas vraiment, enfin pas toujours. Ça va être là où on va pouvoir rappeler l'obligation de signer le registre des horaires, etc. Enfin voilà, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Au niveau des formalités, c'est les règles principales, en tout cas dès qu'on veut embaucher une personne, c'est de penser à avoir ces documents-là. Sans aucune transition, parce que je ne suis pas le roi de la transition. Quand on signe un contrat de travail, c'est bien de le signer, mais il faut savoir ce qu'on a mis dedans. Et ce qu'on a mis dedans, alors ça va varier. On a, dans le contenu du travail, les choses primordiales, c'est de définir quel type de contrat de travail on veut ou on a besoin. C'est-à-dire de savoir si on va signer un CDD ou un CDI, si on va avoir un salarié à temps plein, à temps partiel. Donc temps plein, même dans un centre équestre, ça veut dire 35 heures semaine. Je vais accélérer un tout petit peu le pas. L'organisation de travail, ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément connu par tous, mais on se dit qu'on va embaucher une personne pour lui faire un nombre d'heures par semaine, et c'est tout. Alors qu'on peut organiser le temps de travail soit sur un temps plein classique, soit sur un temps annualisé, c'est-à-dire qu'on va répartir l'horaire de travail sur une année complète. L'intermittent, ça va être pour un salarié qui a un temps partiel, c'est un peu le principe de l'annualisation, on va répartir son temps de travail, mais un temps partiel sur l'année, et l'occasionnel sur un CDD pour lequel on n'a pas forcément besoin
pendant 3 mois d'affilée, d'avoir la personne toutes les semaines chez soi. On peut imaginer qu'on fasse un CDD de 3 mois dans lequel le salarié viendra travailler l'équivalent de 2 mois. Au niveau de l'emploi, chose qui est importante aussi quand on embauche une personne, c'est de savoir où la placer, sur quel niveau de qualification et quel salaire on va lui appliquer. Pour ça, la convention collective a mis en place une grille des emplois, de classification des emplois. Donc vous avez une dizaine d'emplois prévus dans la convention collective et chaque niveau de qualification donne droit à un salaire horaire minimum. Bien sûr, rien n'empêche à l'employeur d'aller au-delà de ces minima, mais il faut au moins respecter ces minima et à côté du taux horaire, on peut envisager également avec le salarié de lui accorder des avantages en nature, de prendre son cheval en pension avec un tarif préférentiel, de le loger, de le nourrir. Donc ça, la convention collective des centres équestres fixe des barèmes, c'est encadré, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais voilà, il suffit de la lire pour le savoir. Après, on peut réfléchir, est-ce qu'on a besoin d'un salarié qui va avoir un statut cadre? En général, quand on vient de s'installer, qu'on prend son premier salarié, le salarié cadre, c'est pas celui dont on a besoin tout de suite. Par contre, quand on se développe et qu'on a une équipe de 20 salariés, on en aura peut-être besoin. Pour terminer, les petites choses obligatoires, protection sociale, depuis 2016 et 2017, nous avons une obligation pour les salariés d'avoir une mutuelle et une prévoyance. Donc pensez également, quand on signe le contrat, à se rapprocher d'un assureur pour pouvoir assurer ses salariés. Je vais en terminer là-dessus, peut-être que les questions de la salle vont compléter l'intervention plus tard. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Olivier. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Vous vous rappelez comment il a commencé Pierre-Antoine? En taclant un peu ses deux collègues. C'est vrai que le record c'est Émilie avec 14,50 pour 10 minutes de parole, mais là il vient de faire 13,30 quand même. On peut applaudir Pierre-Antoine pour ce joli score. 13,30. Merci. Joli, bravo. Donc moi le registre de l'élevage je connais pas grand chose, mais le registre des questions je suis passé, j'en ai vu plein prendre des notes. Donc allez-y, vous avez compris, ce moment c'est pour vous, demandez le micro pour recruter le bon profil, pour le clarifier, pour être sûr d'avoir le poste qui correspond à votre demande. Qui commence? Certains d'avoir recruté, on le sait, vous avez le doigt. Donc une petite question, profitez-en. Pour Émilie, pour Sébastien ou pour Pierre-Antoine. Qui se lance pour la première question sur cette thématique du recrutement? Une question ici. Bonjour. Du coup, on a pas mal parlé de recrutement et moi j'ai une question plus sur la suite. Une fois qu'on a recruté le salarié, qu'est-ce que vous nous proposez pour le fidéliser et le garder à moyen long terme, une fois qu'il est dans l'entreprise? Alors, très courageusement, mes camarades m'ont dit que c'était pour moi. Moi, je vais vous dire comment, réglementairement, on peut éventuellement les accompagner, enfin les motiver à rester, c'est ça hein, l'idée. Alors, vous pouvez augmenter la rémunération tous les mois. Si vous avez envie, ça c'est une première chose. Le fait de proposer des avantages en nature, c'est quelque chose qui peut être assez important. Vous avez des possibilités, là par exemple on va ouvrir la période de Noël prochainement. La réglementation sociale vous autorise à faire des cadeaux qui vont vous coûter de l'argent forcément, mais qui ne seront pas forcément soumis à cotisation sociale. Par exemple, on a des chèques Noël qu'on peut délivrer chaque année aux salariés. Selon un certain montant, la MSA ne nous prélève pas de cotisation dessus. Vous avez des chèques vacances également que vous pouvez proposer, les tickets resto, etc. Alors ça, voilà, au niveau réglementaire, c'est des petites choses comme ça. Vous pouvez verser des primes annuelles si vous en avez envie. Là, il faut faire attention, les primes annuelles, elles, par contre, vont vous coûter des cotisations sociales. C'est-à-dire, c'est l'employeur. En fait, les chèques vacances, vous avez un organisme, alors pour les chèques vacances précisément, c'est l'ANCV, l'Association nationale des chèques vacances, elle porte plutôt bien son nom. C'est à vous de vous rapprocher d'elle pour commander des chèques vacances, les faire passer à vos salariés et après de voir avec votre gestionnaire de paye, votre comptable, comment les faire passer sur le bulletin de salaire, parce qu'ils vont quand même apparaître. En général, ça peut être des chèques aussi pour les chèques resto où l'employeur en paye une partie et le salarié va en payer une autre partie, souvent moitié-moitié par exemple. Juste sur la question précédente, je crois qu'Émilie voulait compléter une réponse. Je pense qu'effectivement, les avantages collectifs qui peuvent être proposés sont vraiment importants parce que sur le plan symbolique, ça se pratique quand même de plus en plus dans toutes les entreprises, les branches, etc. Donc, pas être à la traîne là-dessus, c'est bien. Après, j'ai envie de compléter la réponse plutôt sous un angle
vraiment managérial et humain. Je pense que les études les démontrent d'ailleurs, hein, la fidélisation et la motivation des personnes, elle dépend avant tout, en premier lieu, de l'ambiance dans l'entreprise, de la qualité des relations humaines et aussi de ce qu'on peut offrir à la personne en termes d'évolution, mais pas forcément d'évolution hiérarchique, mais simplement peut-être autour de l'évolution de ses compétences, de son métier. Et donc, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire aussi à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure de l'entretien professionnel. Au-delà du respect de l'obligation légale bête et méchante, c'est aussi l'occasion justement de pouvoir avoir un temps de discussion qui est autre chose que le café du matin, où on va vraiment aller au fond des choses et on va pouvoir discuter avec le salarié de comment il envisage son avenir, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui est important pour lui, et peut-être découvrir aussi à cette occasion que il a peut-être des plans qu'on n'aurait pas imaginés et peut-être qu'on peut accompagner aussi ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment dans le dialogue et dans la qualité relationnelle que vous pouvez avoir avec vos salariés, un angle extrêmement important par rapport à cette question de la motivation et de la fidélisation. Et une toute petite précision, il y a également le fait d'offrir des formations à ses salariés peut être assez important, au-delà de l'obligation légale qu'un employeur a chaque année de faire suivre des formations. Le fait de proposer des formations pour se perfectionner en équitation, en pédagogie, etc. est aussi une motivation supplémentaire pour les salariés. Merci. On a une question juste ici. Non, j'ai pas une question juste, je voulais compléter, mais vous avez parfaitement complété. Je crois que pour fidéliser ces employés, il faut avoir un projet pour eux et aussi être vigilant sur le fait qu'ils aient aussi un projet de vie et l'entreprise s'inscrit dans leur projet de vie. C'est-à-dire que si on sait que l'entreprise, leur emploi participe à la qualité et à leur projet de vie, eh bien ils restent. Et si on a des projets pour ces employés, ils restent aussi. Et puis je pense que tout ce qui est ticket restaurant, machin, etc., oui, ça a de l'importance, mais finalement, au bout du compte, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis, dernière chose, et après j'arrête, je pense que la relation avec le manager est excessivement importante. On sait dans les statistiques que bien souvent, on quitte rarement une entreprise, mais on quitte plutôt un manager. Merci beaucoup pour cette précision. D'autres précisions juste ici. Alors, je vais aller très vite pour ne pas rajouter du temps de parole à Pierre-Antoine, parce que du coup, il va battre les records. Philippe Odiger, je suis ex-jeune dirigeant, comme vous pouvez le voir, mais surtout là, j'interviens en tant que président du GHN. Je voulais juste revenir une seconde sur le rapprochement des branches dont Pierre-Antoine vous a parlé, puisqu'on sommes régulièrement interrogés, à juste titre d'ailleurs, sur le devenir de tout ça. Article 1, c'est pas du tout un mariage d'amour, hein, qu'on soit très clair. Si on se rapproche des courses, du trot et du galop, c'est parce qu'on nous a demandé de le faire, et parce que c'est obligatoire, et parce que c'est la loi. Donc c'est un mariage de raison, et pas autre chose que ça. On n'a pas eu le choix, clairement pas eu le choix, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on y aille. On avait été à un moment donné approché par le monde du zoo, qui ne savait pas trop où aller. C'est vrai qu'on les a écoutés, sous prétexte qu'ils s'occupent d'animaux, on avait sans doute des points de rapprochement possibles. On n'a rien fait pour les garder avec nous, parce qu'on n'avait qu'une trouille, c'est que c'est quand même des parcs d'attractions, les zoos, et qu'on n'avait qu'une trouille, c'est qu'on les sorte du champ agricole, et qu'on nous emmène dans le package, et qu'on nous fasse sortir du champ agricole. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Nous sommes des agriculteurs, et on a a priori vocation à le rester, et en tout cas le souhait d'y rester. Alors, on s'est rendu compte que notre convention collective, je reviens au rapprochement des branches, n'était pas du tout défavorable. Les centres équestres, on est plutôt bien lotis, hein, je vous le dis très clairement, par rapport aux courses, en particulier sur les horaires décalés, les notions de travail du dimanche, etc. On a a priori plus à perdre à aller vers les courses qu'à gagner de ce point de vue-là. Ce que je veux simplement vous dire, et je vais m'arrêter là, ne soyez pas inquiets. Il ne faut pas que ça recule, que ça repousse l'embauche d'un premier salarié ou d'un salarié supplémentaire. On va se bagarrer, on va se battre. L'idée quand même, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, on va essayer, et la loi nous y autorise, à garder un socle commun et à garder des spécificités à chacune des conventions collectives. Alors évidemment, on ne tire pas forcément dans le même sens que les salariés au niveau de cette négociation. Nous, clairement, GHN, représentant des centres équestres, on a envie d'avoir le plus petit socle commun possible, en tout cas celui qui ne nous fait pas perdre trop d'avantages, et de garder nos spécificités. Ce n'est pas forcément le discours des syndicats. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, on est là pour vous défendre, on a bien l'intention de le faire, de ne pas se laisser faire. Au début, on pensait que 5 ans, c'était très long pour y arriver. On se rend compte au fil des réunions, et je parle sous le contrôle de Julia, qui m'accompagne dans chacune des négociations, que 5 ans, ça risque même d'être juste, mais on va y arriver. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, et c'est juste pour répondre aux petites questions qu'on nous pose régulièrement sur ces inquiétudes-là.
pardon. Merci Philippe Audiger, président du GHN, merci pour ces précisions. D'autres questions? Profitez-en sur le recrutement, une question juste devant. Hop. Alors c'est plutôt un retour d'expérience pour répondre à la question de fidélisation des employés. On a aussi le GHN et la Fédé qui nous proposent des formations qui sont la plupart du temps pris en charge énormément par le Vivea et le FAFSEA. Et donc la Fédé, elle nous aide énormément sur le développement et la performance, et le GHN va plutôt être sur le travail du bien-être, du leadership, bien transmettre nos valeurs et qui aide énormément, en tout cas moi qui m'a énormément aidé.